Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut. Le plateau, comme vous le savez, chers téléspectateurs, fait un décryptage de l'actualité nationale, régionale, internationale, comme nous en avons aujourd'hui sur ce plateau. Pour pouvoir faire ce décryptage, téléspectateurs, aujourd'hui, j'ai l'honneur, le privilège d'avoir des invités. Je pense que ils seront à la hauteur pour pouvoir faire ce décryptage avec moi. Mon premier invité est Dr Moussa Diallo. Il est économiste, docteur en économie internationale, maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion, entre autres. Monsieur Diallo, bonjour. Merci, Fatma. Bonsoir. C'est la troisième fois comme ça que je passe devant aux téléspectateurs. J'en suis honoré. Vous êtes un habitué, vous avez une expertise, vous avez l'œil très avisé. Maintenant, oui, je commence à en avoir l'expérience des plateaux télé grâce à vous. Hein. Le track des débuts, vous n'avez plus ça, c'est terminé. C'est clair, c'est clair. On pourra vous avoir ici même. Ça devient un peu de la routine maintenant. Merci beaucoup quand même de vous joindre à nous pour faire ce décryptage. Notre deuxième invité téléspectateur est Monsieur Moussa Ousmane Touré. Il est juriste de formation, président du réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et de la délinquance financière. Monsieur Touré, bonjour, bienvenue. Bonjour Fatima, bonjour à vos téléspectateurs, bonjour à mon co-débatteur, bonjour tous les Mali. Et c'est ma deuxième fois d'être sur le plateau, j'en suis vraiment honoré. On a besoin de vos expertises, c'est pour ça que vous êtes là, monsieur. On dit bonjour aussi à la diaspora, surtout cette diaspora qui se retrouve en Europe, qui a dû faire des votes. Voilà, surtout du côté de la France. On en parlera dans notre sujet, notre dossier, comme on aime bien les appeler ici sur le plateau de Mandé TV. Monsieur, ça va? Vous regardez un petit peu ce qui se passe à l'horizon dans ce Mali? Oui. Parce qu'on n'a pas d'autre choix que de voir ce qui pointe à l'horizon. Hein. Il faudrait vraiment être à cheval. À cheval. C'est ça? C'est sûr, on ne peut pas être indifférent quand même à l'actualité de son pays. Les temps sont durs, hein, mais quand cela ne tienne, il faut suivre l'actualité et avoir son point de vue là-dessus. Même si les conditions ne s'y prêtent pas souvent maintenant, avec le problème de l'électricité. Beaucoup de gens n'ont pas accès au support médiatique. Mais il y a différents canaux, avec les réseaux sociaux, tout ça, qui nous offrent l'occasion vraiment de rester à cheval sur l'actualité. On remercie aussi par l'occasion nos téléspectateurs qui nous regardent très souvent sur la page, comme vous venez de le dire, avec ce manque de courant, on peut le dire. On est obligé de se rabattre sur les téléphones, les tablettes, pour pouvoir voir ce qui se passe. Allez, chers invités, nous allons commencer nos dossiers le 28 juin dernier par un décret du président de la transition, M. Assimi Goïta. Nous avons vu la nomination des membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Quelle lecture faites-vous déjà de ce projet qui va se mettre en cours? C'est une commission qui doit se pencher sur des travaux pendant une période de 2 mois. On attend un rapport vivement. Qu'est-ce que vous pensez de ça? En fait, comme vous l'avez dit, on a pris connaissance de ça lors d'un communiqué télévisé le 1er juillet. Et citant les membres de la commission, qui sont au nombre de 49, dont d'éminents professeurs du monde universitaire. C'est ce qui m'a un peu... C'est là où j'ai beaucoup apprécié aussi, parce qu'au moins, il y a des têtes du domaine universitaire qui sont valables. Maintenant, cette commission doit produire un rapport, et il est dit que ce rapport va servir de document de référence pour les politiques de réconciliation, de paix, de sécurité et de vivre ensemble. Ça va être un document à partir duquel les autorités qui vont suivre pourront légiférer. Mais ce qu'on peut souhaiter, il ne faudrait pas que ce soit un document de trop. Parce que dans ces pays, on a maintenant beaucoup de documents.
il y a eu des dialogues nationaux inclusifs, il y a les ateliers nationaux de la réconciliation. Tous ces forats-là ont accouché des documents qui pourront aussi servir de référence. Maintenant, il ne faudrait pas que ce soit un document de plus, et juste pour passer le temps, qu'on va mettre dans le tiroir, mais que ce soit vraiment un document à partir duquel les politiques, les législateurs pourront légiférer pour mettre en place des politiques qui sont consignées dans ce document. Donc, moi, je salue l'initiative au regard des personnalités qui constituent cette commission. Et j'ose croire que ça ne pourrait déboucher que sur un bon document. Alors ici, je rappelle ici que le président de la commission, c'est le même président que nous avons eu pour la commission du dialogue intermalien. Exact. C'est le même président et on se pose la question pourquoi c'est le même président. Mais comme mon co-débatteur a eu à dire, il ne faudra pas, malheureusement, pour moi, la charte pour la paix, la charte pour la paix et la réconciliation sous IBK, la conférence nationale d'entente, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette conférence, a eu à suggérer, a eu à demander à ce qu'il y ait l'élaboration d'une charte nationale. Je pense que c'était l'ancien médiateur de la République, Baba Hakim Aïdara, qui avait été commis pour l'élaboration de cette charte. Et à l'époque, les fonds pour la sauvegarde de la République et la démocratie, je pense dirigé par Faye Soumaïla Cissé, à faire des observations. Il a demandé à ce que, on lui a dit qu'il ne se voit pas beaucoup dans la charte. Et bon, je pense que c'est sous leur pression là que finalement l'idée d'élaboration a été abandonnée. Moi, si les autorités actuelles, les autorités de la transition reprennent cette initiative au nom de la paix, parce qu'on dit que c'est au nom de la paix et de la réconciliation nationale. Moi, je souhaite trouver que ça soit quand même un document de qualité et que ce document-là puisse faire que les Maliens se réunissent autour du Mali qui souffre beaucoup. Et je sais aussi, comme il l'a dit, j'ai eu, en lisant les décrets, parce que moi c'est à travers le petit écran de l'ORTM là que je suis, que des décrets ont été adoptés pour la création de cette commission-là et pour la nomination des membres de cette commission. Et en parcourant la liste des membres de commission, j'ai vu même d'anciens membres de la commission sous IBK qui sont également reconduits. Diallo vient de dire qu'il est ravi parce qu'il voit pas mal de collègues, on va dire, des universitaires. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau réellement? Parce que c'est toujours les mêmes personnes, les mêmes têtes qui reviennent pour faire les mêmes travaux. C'est ce que j'ai dit. Ces personnes ont été déjà experts plusieurs fois dans d'autres forats. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il ne faudrait pas que ce soit encore un document de plus qui va être peut-être le copier-coller de ce qui s'est déjà passé. Mais moi, je trouve que le problème du Mali, ce n'est pas un problème de texte. Nous avons tout l'arsenal juridique et politique nécessaire pour... Maintenant, c'est un problème d'application des textes. Qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, on va l'appliquer et auparavant, on n'a pas appliqué? Qu'est-ce qui va véritablement changer? Je suis même étonné que c'est toujours les mêmes personnes qui sont souvent sollicitées pour être membres des commissions créées ou des comités créés. Donc, je suis étonné, mais je pense que cela peut s'expliquer parce que j'ai l'impression qu'actuellement, si tu n'es pas pro-transition,
tout ce qui concerne le Mali, tu es écarté. Donc, il faut être pro-transition pour être dans des commissions. Ça c'est ma pensée. Et souvent, c'est même réel. Hein? Moi, je ne le vois pas comme tel. Parce que les personnalités que je vois, c'est des personnalités qui sont apolitiques. Et qui ne sont pas aussi opposés à la transition. Hein? On n'est pas obligé d'être fondamentalement opposé à la transition. Mais moi, je vois le document que, comme le président a initié le dialogue national récemment, c'est quand on a mis fin à l'accord d'Alger, le président a initié un dialogue intermalien. Le dialogue intermalien. Et l'élaboration de cette charte-là, c'est la suite logique de ce dialogue intermalien. Parce que c'est le document qui va sortir, qui va en quelque sorte remplacer l'accord d'Alger qui a été abandonné par l'État du Mali. C'est la suite logique du dialogue intermalien que de réunir ces deux mondes-là pour sortir avec une charte. Donc, comme je l'ai dit toujours, Fadima l'a dit, pour le moment, nul ne peut garantir l'application de toutes les résolutions qui vont sortir de ça. Nul ne peut. C'est l'avenir qui va nous en dire. Mais moi, je dis seulement, la seule chose que j'ai retenue, c'est la qualité des personnalités. Moi, je parle du procès Diré, Moussa Diré, mais du procès vraiment éligible. Ça, c'est des personnalités très valables. Hein. Donc, c'est en me fondant sur ça que j'ai bon espoir qu'on va sortir cette fois-ci avec un référentiel qui va nous servir de document de politique pour assurer la paix, la réconciliation et le vivre ensemble. Mais ces personnes, pourtant, on les a vues déjà dans d'autres... c'est ce travail de commission. Il parlait, par exemple, voilà. Il était membre de la commission d'élaboration de la charte, la nouvelle charte. Voilà, aussi, il a été expert déjà, membre en même temps de la commission du dialogue intermalien. Oui. Apparemment, c'est la personne qui arrive à transcender actuellement et qui se retrouve à toutes les commissions en tant qu'expert et autres. Oui. Actuellement, tous ceux qui s'expriment sans pour autant trop critiquer la transition et qui ne s'oppose. D'ailleurs, la transition ne doit même pas avoir d'opposition parce qu'une transition n'est pas faite pour durer. Transition, c'est un court temps. Mais actuellement, nous sommes dans une transition indéterminée. Personne ne sait quand est-ce que cette transition-là va finir. Personne actuellement. Donc, les personnalités choisies, ça n'engage que moi, c'est souvent des personnalités qui sont sollicitées sur des chaînes de télévision qui donnent leur point de vue sans trop critiquer la transition, sans trop être considéré comme opposant. D'ailleurs, je dis une transition ne doit pas avoir des oppositions. Voilà. Ma lecture de la situation est que on a fini avec un cycle. Parce qu'on va le voir tout de suite quand on va arriver au niveau des élections législatives en France. Dans nos pays là, et le système politique qui était en place était là depuis la conférence nationale de 91, voilà, qui était dans l'espace francophone et même africain de façon générale. Maintenant, on a fait 30 ans de cette expérience politique. Maintenant, tirons les bilans, où est-ce que ça nous a mené. Maintenant, mon analyse est que nous sommes en fin d'un cycle. Et c'est un nouveau cycle qui va commencer. Nous sommes dans un régime militaire, il faut le prendre comme tel, ce n'est pas un régime démocratique. Par le passé, ici, il y a eu un régime militaire. Moussa Traoré, on a dit, ça fait 23 ans. Nous sommes dans un autre régime militaire. Maintenant, jusqu'à ce que nous organisions des élections et que nous sortions de cette phase-là, moi, je considère que nous sommes dans un régime militaire et qu'il faut le prendre comme tel. Voilà. Maintenant, pour ceux qui est de critiquer, c'est pas ça. Il y a plein de gens, qui sont dans la commission, mais qui ne sortent pas sur les plateaux de télévision pour défendre le régime ou bien pour le critiquer. Moi, je pense que c'est des personnalités qui ont été recrutées sur la base de critères, d'abord de compétences, de probité,
et puis de dignité, tout ça. Je pense que ça s'est fondé sur ces critères-là. Mais quand même, il y a un fait qui est là, il y a pas mal qui se sont retrouvés à la primature aussi, qui sont sortis. Ouais. C'est ce que beaucoup ne voient pas. Puis moi, on leur voit intégrer des commissions qui sont... On a l'impression pour certains, je ne vais pas citer ici, mais certains sont toujours aux abords de ce qui se passe. Ils ont été dans les milices. Les régimes sont comme ça. Exactement, mais est-ce que c'est qu'on reproche, par exemple, quelque part aux politiciens, aux hommes politiques, d'avoir eu la main à tout? Il y a aussi une catégorie de personnes qui se retrouvent à avoir la main à tout sans pour autant être politicien. Exact. Et malheureusement, les anciennes pratiques continuent sous la transition. Et puis, j'ai aussi à souligner que, compte tenu de toutes les difficultés, de toutes les crises que nous traversons actuellement, les nombres, parce que vous voyez, c'est beaucoup de personnes qui ont été nommées. Moi, je pense qu'ils auraient dû se limiter au moins à 10 personnalités pour la rédaction d'une charte. J'arrive, c'est une charte. Je pense que 10 personnes suffit. Parce que dans les communiqués, dans les décrets de leur nomination, là, voilà, il y a leurs avantages sont imputés au budget. Ça veut dire qu'il y aura une prise de charge. Leur déplacement, tout ce qu'ils feront, c'est le budget qui va prendre en charge les fonctionnements. Vous voulez tout simplement dire que ça va provoquer des dépenses encore? Bien sûr, il est là, le pays. Ça va provoquer des dépenses. Et puis il y a autre chose. La conférence nationale dont le professeur faisait allusion de 91, c'était vraiment démocratique. Sous la transition, toutes les rencontres, moi j'ai dit que je n'ai jamais participé, mais je sais que aux concertations nationales de 2020 de septembre, j'aurais voulu participer, mais on avait forcé la porte. Je faisais partie des Maliens qui ont demandé à ce qu'ils soient présents dans la salle pour donner leur point de vue. Vous savez que depuis le renversement du régime de Ibeka, tous les grands forats, toutes les grandes assises, les personnes qui sont invitées sont choisies d'avance. Et ce qu'ils doivent venir dire les sont dictés. Donc ils ne viendront que pour dire ce qui leur a été dicté. Souvent on leur dit non, vous venez pour demander la prolongation de la transition, pour demander à ce que les colonels soient élevés au grade de généraux, ainsi de suite. Mais les voix discordantes sont écartées. Pourquoi? Par rapport au nombre élevé de la commission, en fait je ne le justifie pas. Je sais que ça va occasionner des dépenses pour l'État. Je ne pense pas que ces dépenses soient terribles. Mais le fait qu'il y ait une cinquantaine de membres, c'est des groupes thématiques qui vont être constitués, qui vont travailler, et chaque groupe va faire ses propositions. Et ce sont ces propositions-là qui seront compilées dans un rapport final. Mais les groupes ne dépasseront pas deux groupes thématiques, parce que quand on prend l'intitulé du nom de la commission, dit Commission nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Donc, réconciliation nationale et paix. Non, quand on dit que ça va être un document de référence, d'abord pour la sécurité, pour la paix, d'abord il y aura un groupe, ça pourrait même parler de la situation économique. Donc, la gouvernance, la lutte contre la corruption, tout ça. Ah bon? Est-ce que ça ne va pas vraiment être un peu une répétition des années qui pourtant sont connus? On a eu tellement de dialogues, concertations, les années. Le rapport du dialogue intermalien nous retrace des recommandations qui vont sûrement se retrouver dans la charte. Cher monsieur, le temps nous est... Sauf que cette fois-ci, le document qui va être transmis au président de la transition, selon moi, sera sur la table de l'Assemblée. Parce qu'ils vont se baser sur ces documents-là, sur les rapports, parce que moi je me dis que c'est plutôt un texte, un projet de texte qu'ils vont soumettre. Parce que l'intitulé me laisse à dire ça, la charte. Je me dis que c'est une charte un projet de charte qu'ils vont soumettre à l'appréciation du président de la transition et qui peut solliciter le CNT, le Conseil national de la transition, pour donner son quitus.
caractère de loi. Alors, moi, j'ai envie de savoir vos avis, par exemple, avec la suspension des partis politiques et tout ça. Est-ce que ce ne sera pas un vide par rapport à l'élaboration? D'ailleurs, cette commission aura d'énormes difficultés. Parce que, comme il l'a dit, il y aura certainement des groupes qui vont être mis en place. Et ces groupes-là vont chercher à rencontrer des acteurs politiques, des acteurs de la société civile. J'en suis sûr que certains n'hésiteront pas à leur dire non, nous, on ne peut rien, on ne va pas contribuer parce que on est suspendu. Il y a tout ça. Donc, comme ça a été le cas aussi du dialogue intermalien, voilà, qui n'ont pas, d'autres ont même fermé leurs portes, n'ont même pas voulu recevoir les présidents. Oui, on a vu les présidents, voilà, notamment l'ancien président Alpha Oumar Konaré, qui n'a même pas voulu recevoir. Mais pour revenir au dialogue quand même, et pour signaler ici, M. Touré, vous pouvez vous tromper parce que même le dialogue intermalien, il a été vu sur place des hommes politiques qui se sont trouvés sur le terrain, notamment quelques hommes politiques du parti ADEMA, par exemple. Oui, certains étaient là-bas en leur nom. Alors non, voilà, mais parce que, la réflexion, l'analyse va être sûrement sur une coloration. Mais quand cela ne tient, il n'y a pas eu l'unanimité au sein de beaucoup de partis politiques. S'il faut prendre part ça, on le sait. Il y a des cadres qui ont pris part au dialogue. Voilà, même si on dit c'est à leur nom, c'est des hommes politiques et ils n'ont pas été sanctionnés par leur parti après. Donc on a vu ça. Mais pour revenir à votre question de la suspension, je suis de ceux qui n'ont pas apprécié la suspension des activités des partis politiques. Parce que je ne trouvais pas cela nécessaire. Le parti peut mener leurs activités, mais une transition a vocation à finir et à la fin, il y aura des élections. Ce sont les partis qui participent aux élections. Donc, je n'ai pas approuvé cette... Mais l'évidence qu'on a par rapport à ça, c'est d'avoir le champ libre, avoir le boulevard totalement tracé. Et je pense qu'ils l'ont, je pense. Je dis quelque chose qui est important. Je dis que nous sommes dans un régime militaire. Je vous ai dit ça. C'est la force qui prédomine. Toutes les implications. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Par rapport à ce dossier, nous allons prendre un deuxième dossier, voilà, qui, je pense, va faire beaucoup de débats, polémiques dans les jours qui arrivent. Je crois que les Maliens commencent seulement à avoir l'information, à se réveiller. Il s'agit du CNT, l'arrêt de la Cour constitutionnelle déclarant la requête recevable sur les prix et avantages des membres. Il y a juste seulement quelques mois, en avril 2024, la Cour, voilà, il y avait un arrêt relatif à la requête du président de la transition aux fins de contrôle et de confirmer à la constitution de la loi organique numéro 2023 058/CNT RM fixant les avantages, indemnités, autres traitements des membres du CNT. Voilà. En fait, est-ce que les grands débats vont reprendre? Non, en fait, ça fait débat, mais les indemnités, c'est que les gens doivent, la vérité que les gens doivent savoir, il n'y a pas eu de nouvelles indemnités. Les indemnités, on a juste voulu donner la forme à des indemnités qui étaient payées au niveau de l'Assemblée nationale du Mali et pour lesquelles l'ancien président de l'Assemblée nationale et son équipe ont été poursuivis. Donc le CNT a voulu légiférer pour légitimer en fait, voilà, pour légaliser ces avantages. Ce n'est pas de nouveaux avantages. Maintenant, comme ça fait polémique, le président ayant soumis ça au contrôle de constitutionnalité à la Cour constitutionnelle, maintenant, la Cour constitutionnelle, les gens, on a cru que la Cour constitutionnelle avait invalidé le projet de loi. En fait, elle ne l'a pas fait. Il y a 9 articles dans le projet de loi, et sur ces 9 articles, 6 ont été soumis à amendement par la Cour constitutionnelle. En fait, c'était des trucs qui sont souvent pas bien formulés. Sinon, ça n'a pas été rejeté. Les avantages n'ont pas été rejetés. Et fondamentalement, sur les 6 articles qui ont fait l'objet de remarques
de la part de la Cour constitutionnelle. Seulement, on demandait souvent de remodeler la formulation de certains articles, sur les 9 articles. Donc, ça n'a pas été rejeté, en fait. Moi, je pense que les grands débats vont reprendre. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, avec l'arrêt, la publication du premier arrêt, il y a eu des débats. Hein. Nous faisons partie de ceux qui ont fait beaucoup de bruit, parce qu'en tant que réseau luttant contre la corruption, au sein même du réseau, on était étonné que la Cour constitutionnelle puisse fermer les yeux sur sur la corruption. Parce qu'il y a une disposition qui demande à ce que, comment dirais, l'effet rétroactif d'une loi. Donc ça veut dire que depuis décembre 2020, il touchait déjà ses avantages. Donc il vient dire au cours, bon, nous voulons que la loi là, dans une disposition de cette loi là, qu'on accepte les avantages perçus, déjà perçus. Et la Cour a fermé les yeux. La Cour pouvait pourtant dire, je suis Qu'est-ce que la Cour devait faire? Moi, c'est la question. Moi, je pense s'opposer au caractère rétroactif. Déjà, il devait partir à partir de l'application de la loi. Il pouvait. C'est que moi, je voulais ajouter. Bon, j'ai dit, la Cour ne l'a pas rejeté, mais c'est sûr que, vu le contexte dans lequel notre pays vit, c'est des dispositions qui peuvent prêter à discussion. Même si ça peut être même incomprise, parce que le pays vit déjà une situation économique et financière extrêmement difficile. Est-ce qu'il faudrait, les membres du CNT devraient percevoir ça? Parce que si on les met tous ensemble, c'est à peu près 2 millions, un peu plus de 2 millions par mois pour chaque membre du CNT. Maintenant, avec la situation économique difficile, est-ce qu'on ne devrait pas faire des efforts de ce côté-là? Si je le compare à notre pays, au Burkina, les membres du Conseil d'administration, ils sont 70. Hein. 70. Et puis, il ne perçoivent que les indemnités de session qui est 25. Qui font moins de 30 000 francs par personne. Je ne connais pas trop les montants. Si. Je sais qu'ils n'ont pas de salaire. Maintenant, si on veut vraiment aider les pays, c'est des exemples comme ça qu'on peut promouvoir. Que les gens acceptent les charges avec des intéressements. C'est ce qu'on n'a pas perçu. Et c'est ce que ces projets de loi-là ne donnent pas l'impression qu'on est en train de faire suffisamment de sacrifices pour notre pays. Mais je pense, en plus des indemnités dont le professeur faisait allusion, je pense aussi qu'il y a une indemnité qui est accordée au président du CNT. Également, je pense qu'à un moment, il parlait des fonds de souveraineté, mais que la Cour avait demandé de revoir ça en fonds spéciaux. C'est quoi cette histoire? C'est des millions. C'est l'appellation qui change. C'est l'appellation qui change, mais des millions vont être mis à la disposition du président. D'aucuns sont allés jusqu'à dire que ça peut aller à 70 millions par mois. Ça, c'est énorme. Mais comment vous pouvez penser? Parce que ce que vous dites aussi, c'est... Je vous suis dans vos analyses, mais il est clair que la majorité, pour dire la plupart, sont des chefs d'entreprise, sont déjà des salariés, travaillent des militaires même, il y a beaucoup de militaires. Il y a beaucoup de militaires qui perçoivent des salaires. Comment ça peut... Voilà, on a du mal à suivre. Ce n'est pas des chômeurs quand même. Déjà, le problème, en fait, le problème, c'est aller dès le départ. Hein. C'est le mode de désignation des membres du CNT. Dès le départ, ça fait polémique, hein, parce que même les organisations fêtières, comme tu t'es rapproché, pour faire des propositions, on leur a demandé de faire des propositions de plusieurs noms, et il était laissé à la discrétion du président de la transition de choisir parmi ces noms. Souvent, certaines fêtières ont fait des propositions, aucun nom n'est sorti de ces propositions. Donc, tout porte à croire que c'est un organe qui a été mis en place pas par un critère rigoureux, mais plutôt par copinage.
Par affinité. C'est ce qui, par affinité, c'est ce qui fait c'est l'organe de la transition le plus décrié, hein, le CNT. Souvent, on le considère comme étant le ventre mou de la transition. Alors, moi, je l'ai décrit surtout sur un seul point. C'est que c'est cet organe-là qui devrait vraiment aider, qui devrait contribuer à l'éveil, à l'information du peuple malien, qui doit vraiment faire de telle sorte que le peuple soit régulièrement informé sur les grands sujets, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Le grand sujet, c'est quoi? C'est qu'à un moment, comment dirais-je, il y a eu la création de l'Alliance des États du Sahel. Bon, on entend aussi qu'il y a des mercenaires chez nous. Il y a une crise diplomatique, il y a une crise énergétique. Ils auraient dit, les membres, interpeller les ministres pour venir expliquer les raisons de toutes ces crises au peuple. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait parce que, comme il l'a dit, c'est un organe créé pour être à la merci. Vous pensez que si en fait, il joue pas trop son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Il y a plusieurs crises qui auraient dû être l'occasion d'interpeller les membres du gouvernement. Il y en a eu quelques-unes. L'ancien ministre de l'énergie, comme ça, lui, il est passé devant là-bas. À un moment donné, ils ont été. Mais on a l'impression que cet organe-là ne joue pas. C'est comme si c'est un club d'amis d'affilée. En fait, c'est l'organe qui pose un peu. Il m'arrive même. On ne le ressent pas. On ne le ressent pas du bout des doigts, les citoyens. Il m'arrive même souvent à penser est-ce qu'après leur nomination, les membres n'ont pas été approchés pour leur dire clairement les raisons pour lesquelles ils ont été choisis. Ce n'est pas pour venir s'opposer ou bien pour contrôler l'action, va l'embêter, mais c'est pour être une caisse de résonance. Souvent, il m'arrive de penser ça. Tout ce qui vient, voter, puis on continue. Pour rejoindre un peu Diallo, il nous a été en tout cas assez éclairci. J'ai été quand même très étonnée de ce fait par certains journalistes d'investigation qui sont allés fouiller pour aller voir est-ce que les membres du CNT font vraiment un travail assez fourni, assez riche et tout ça. Et ce dernier me fait savoir que des fois, il arrive qu'ils font des activités de loisirs, genre des matchs amicales entre membres. C'est un peu bas, mais pour nous, les citoyens, c'est quand même... Non, ça, c'est pas les actions récréatives, c'est pas interdit, en fait. C'est pas interdit, mais quand on travaille, oui. Là où on peut ils votent les lois, mais là où on les interpelle le plus, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Tout n'est pas rose. Quand même, là où il y a des problèmes, ils peuvent interpeller les ministres de manière publique, de manière télévisée, pour que les citoyens sachent ce qui se passe, comme l'a dit M. Touré, c'est-à-dire le rôle d'information du public. Et on a l'impression que cette institution-là ne joue pas suffisamment ce rôle-là. Bon. L'activité dont Fatima faisait allusion, moi je pense que le contexte ne s'y prête pas. On est quand même dans une situation extrêmement compliquée, au point que souvent même ça a donné à regarder la télé, souvent on n'a pas ce temps, à plus forte raison, organiser des tournois ou bien je ne sais pas, des séances de divertissement. Voilà, de divertissement. Monsieur Diallo, Monsieur Diallo, je pense que c'est quand même important parce que aujourd'hui, je pense, c'est mon avis. En tant que femme de médias, je pense qu'aujourd'hui, il a été dit partout que le Mali se trouve dans une phase très critique. Le Mali est en guerre. Le Mali, non, la vie ne doit pas s'arrêter, mais je pense qu'on doit faire un minimum de pause sur certaines choses, un minimum de pause sur des divertissements. Mais je pense que quand on fait ces matchs de football, on doit aussi refléter une période de travail.
Et quand on ne reflète pas une période de travail intense, ça me semble très compliqué de pouvoir après refléter des divertissements. Je pense que nous allons boucler cela. En tout cas, moi, je ne fais pas partie. La banque ne rentre pas dans la gestion des affaires d'État réellement. Là, c'est une autre structure. On ne va pas comparer, le CNT aux banques quand même. Pour un soir. Non, c'est pas pour un soir. Hein. Ils le font souvent régulièrement. Hein. Mais au point que je me dis, est-ce que l'initiative même n'est pas venue? Souvent, je me dis que l'initiative, au point que je me dis souvent, est-ce que l'initiative d'organiser régulièrement ces matchs-là n'est pas venue des militaires? On sait qu'un militaire doit régulièrement s'exercer pour être apte, pour être prêt à faire la guerre, alors qu'ils ne sont pas là-bas pour faire la guerre, mais c'est pour voter des lois. Ils sont là-bas pour voter des lois qui vont être appliquées à nous. Mais faites-les à la maison. Chez vous, vous pouvez faire ça à la maison, mais pas dans la cour du CNT, ou bien prendre tous les membres du CNT pour être dans un stade. Ils n'ont pas été nommés pour ça. Non, mais il ne faut pas tout peindre en noir. Quand même. C'est pas important. C'est pas tous les temps qu'ils les font. Hein. C'est pas tous les temps qu'ils les font. Mais dans toutes les coopérations les font, et de temps en temps, et on organise des petits trucs comme ça pour... Monsieur Diallo, le Mali traverse une période de crise. Exactement, mais il faut savoir communiquer. Il y a de la communication verbale et il y a de la communication non verbale. Donc ça fait partie de la communication non verbale et je pense que c'est un petit peu à revoir. Vous-même, vous rigolez de tout ça. Merci beaucoup. Nous allons avancer. Nos dossiers du pays, on va dire du territoire malien, sont mis de côté. On va suivre de très près ces grands débats. Voilà, je pense que les débats sur le CNT vont revenir et on verra bien ce que les Maliens en pensent, les citoyens maliens, parce que ça a quand même été très décrié. Hein. Il faut le dire. Hein. Ça a été très décrié. Voilà. Surtout avec tout ce que l'on traverse comme difficulté, ose s'octroyer des avantages aussi élevés. 3 millions par mois, ça c'est énorme pour moi. J'aurais dû penser que actuellement les Maliens souffrent et que à cause des situations difficiles de ne pas franchir un seuil aussi élevé, quoi. Mais malheureusement, cela nous montre que ils ne pensent qu'à eux. En tout cas, c'est aux Maliens de porter cette voix et on verra bien. On a un dossier international. Il s'agit de notre ancien colonisateur, la France. Hein. Donc, on a pu regarder ce qui se passait le 30 juin dernier. Il y a eu le premier tour des élections législatives. On a vu le RN avec une victoire, on pourrait dire, assez fracassante quand même, parce qu'on ne s'y attendait pas. Emmanuel Macron ne s'y attendait pas. Cette décision de l'élection législative, c'est à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron. Voilà, le RN a fait 33%. Donc aujourd'hui, on prend ce sujet, téléspectateurs de Mandé TV, avec mes invités ici sur ce plateau, pour savoir quelles peuvent être les conséquences pour la diaspora malienne vivant sur le territoire français, européen, entre autres. Quel regard, quelle lecture, quelle projection faites-vous de cela? Moi, ma compréhension, c'est ce qu'il faut partir du départ. La dissolution de l'Assemblée nationale est intervenue à la suite d'un échec des partis traditionnels aux élections européennes. En fait, le parti de Marine Le Pen a gagné haut la main les élections européennes. Maintenant, la question qu'on s'est posée, quel lien on pouvait faire entre les élections européennes et la situation politique nationale? Puisque on a vu qu'après les résultats immédiatement, le président Macron a dissous l'Assemblée nationale, d'ailleurs contre l'avis de ses proches, de ses conseillers, de son parti politique. Il n'était pas d'accord qu'il dissolve l'Assemblée nationale.
Et il l'a fait et il a renvoyé très rapidement les électeurs français aux urnes. On se demande c'est suivant quel calcul politicien, mais dans la continuité toujours des élections législatives, le RN est arrivé premier avec un tiers des voix. C'est pas nouveau, hein, parce qu'il y a eu au moins 25 ans, le RN a au moins 20% des voix au niveau de toutes les élections, au premier tour. Et c'est surtout généralement au deuxième tour que les partis de gauche et de droite, dans des alliances contre nature, ils vont s'auto-flageller, mais lorsqu'ils ont affaire avec le RN, malgré les divergences idéologiques, ils se mettent ensemble pour, dit-il, barrer la route au RN, ou bien tout sauf le RN, mais zéro voix pour le RN. C'est les technologies qu'ils vont utiliser. Maintenant, moi je souhaite le plus du monde que les RN aient la majorité absolue. Je le souhaite très vivement d'ailleurs. Pourquoi? Nous avons une importante diaspora au niveau de la France. Je dirais qu'au pouvoir, parce qu'il y a le discours pour arriver au pouvoir, mais une fois arrivé au pouvoir, il y a aussi la réalité. Je vais faire un peu le parallèle avec le cas de l'Italie. Il y a Giorgia Meloni qui est là-bas, qui est issue de l'extrême droite, qui avait des discours très véhéments contre l'immigration, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on a vu quand elle est arrivée au pouvoir? C'est vrai, elle a durci les lois pour l'immigration, notamment ce qui concerne le regroupement familial, les questions de naturalisation, tout ça. Même les RN en venant au pouvoir en France va faire la même chose. Mais il y a la réalité économique qui est là. En Italie, l'extrême droite a régularisé 400 000 sans papier. Parce que soit vous les mettez à la porte, alors que c'est des gens qui sont déjà employés, qui payent des impôts. En fait, l'économie nationale a besoin d'eux. D'ailleurs, la plupart du temps, ils font des boulots que les nationaux n'acceptent pas de faire. Vous ne pouvez pas les mettre à la porte. S'ils n'ont pas de papier, vous serez obligé de leur donner des papiers, même si vous allez durcir les conditions d'accès après. C'est peut-être ce qui va se passer au niveau de la France, parce que ce que les gens ne savent pas, depuis Nicolas Sarkozy, les thèmes de campagne que l'extrême droite a toujours emprunté sur l'immigration, des thèmes de sécurité, les partis traditionnels de droite ont toujours emprunté ces mêmes thèmes pour faire campagne. Maintenant, s'il s'agit maintenant de gagner les élections du Nord, c'est l'extrême droite. S'ils viennent, il y aura la guerre civile. C'est faux. Si les RN viennent au pouvoir, il n'y aura pas de guerre civile. Il n'y en aura pas. Ils ont autant besoin des immigrés qui sont là-bas, qui font des tâches subalternes. Ils ont besoin d'eux. C'est des gens qui contribuent à l'économie nationale. Donc, ma conviction est que moi, je le souhaite vivement. Il ne faudrait pas que les Français entendent des appels au désistement. Comment vous pouvez comprendre qu'au niveau de l'Assemblée nationale, la première ministre Elisabeth Borne n'a pas réussi à faire passer des projets de loi parce que la France insoumise était franchement opposée et que ces deux courants se mettent ensemble aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi à faire voter des projets de loi et le président, le premier ministre a dû recourir à l'article 4903 qui donne des pouvoirs spéciaux au président. Parce que ça n'allait pas à l'Assemblée. Aujourd'hui, ces mêmes gens disent de se regrouper ou de se désister pour favoriser à vue de barrer la route au RN. C'est d'une incohérence extraordinaire. C'est ce qui fait que d'ailleurs les gens ne suivent plus les hommes politiques. C'est universel. Hein? C'est-à-dire qu'avec des alliances comme ça, comme nature, on ne croit plus à la politique. Je pense que, je pense que le professeur il a bien expliqué les contextes au niveau de la France, sauf que la décision de dissolution de l'Assemblée nationale a été prise par Macron sans aviser, sans informer personne. Il a pris personne parce qu'il savait que s'il avait quand même informé ses plus proches, beaucoup allaient s'opposer. Mais aussi,
moi, je suis de ceux qui pensent que bon, le peuple français est un peu différent de certains peuples. Je ne vais pas dire du peuple malien. Pourquoi c'est un peu différent? En France, les gens qui élisent leurs dirigeants, si le dirigeant ne fait pas ce pourquoi il a été choisi, bon, ils vont chercher à comment dirais-je, à les démettre, hein, à les déposer. On a eu à connaître des mouvements comme les Gilets jaunes, Nuit debout, il y a d'autres contre le chômage. Par exemple, je me rappelle que l'autre là, François Hollande, avait promis de lutter contre le chômage. À la fin de son mandat, lui-même, il s'est rendu compte qu'il n'a rien fait et il s'est dit que s'il force, il ne va pas gagner. Parce que tel n'est pas le cas. Les fronts, les rassemblements nationaux dont le professeur souhaite à ce qu'il arrive au pouvoir, ces rassemblements-là, tout ce qu'il a promis à leurs militants, s'ils ne le font pas, vous allez voir, il y aura des marches contre eux. Et les immigrés dont lui il parlait, les étrangers qui sont là-bas, moi je doute fort que leur situation soit régularisée. Le Front National, pour moi, c'est vraiment les partis ou les regroupements qui peuvent mettre la France dans des sérieuses difficultés et sur beaucoup de sujets. Je donne un exemple. Et il soutient les changements de sexe. Vous, Fatima, vous êtes femme. Vous voulez devenir homme. Et il faut que la justice se prononce là-dessus. C'est la mairie. C'est la mairie. Dit, une fois arrivé au pouvoir, Marine Le Pen l'a dit non, la procédure judiciaire elle est longue. Donc il faut faire un raccourci en donnant l'autorisation, en donnant des pouvoirs au maire là, de faciliter cette obtention, ces changements de sexe. Monsieur Toulé, toutes ces lois-là de changement de sexe, de LGBT, tout ça, partout dans le monde, c'est des lois qui ont été initiées et mises en œuvre par des partis de gauche. Ce n'est pas la droite, au contraire, c'est la droite qui les combat. Ce que moi, je veux faire savoir, et il y a les discours, je fais allusion au cadre du Sénégal, tout près. Le discours panafricaniste, aujourd'hui, on est en train de dire qu'ils ont trompé les gens pour venir au pouvoir. Mais pour le Sénégal, j'en sais quelque chose, je vais le dire après. Oui. Ce que moi je dis, en politique, il y a les discours, il y a l'action. Bon, souvent, il peut y avoir un décalage. Moi, j'ai suivi certains Français dire que maintenant, ça fait 30 ans, chaque fois que le parti de Le Pen va au deuxième tour, on dit non, il faut se liguer contre eux. Ils disent maintenant, nous voulons essayer autre chose. Mais bien sûr, ça le statu quo là, il est intenable. La France vit une situation extrêmement difficile. Vous avez fait cas du président Hollande qui n'a pas su lutter contre le chômage. Il n'y a que la croissance économique qui puisse lutter contre le chômage. S'il n'y a pas de croissance économique, les entreprises, les activités ne marchent pas. Donc avec les rassemblements, il y aura, la croissance va être boostée. Non, je n'ai pas dit ça. Je vais seulement faire savoir que c'est un pays qui vit une situation difficile et la situation politique dans laquelle ils sont, ça fait trop longtemps qu'ils sont dedans. Moi, je ne suis pas de ceux qui encouragent l'immobilisme. Au contraire, je suis contre. Quand quelque chose ne va pas, il faut essayer autre chose. C'est ma conviction profonde. Et moi, je ne crains pas. Les discours que vous tenez, c'est les discours qu'on entend à longueur de journée sur les chaînes de télévision françaises. C'est le discours de l'oligarchie qui craint de perdre le pouvoir. La réalité, c'est ça. Moi, je ne crains pas que... Donc, vous pensez qu'une fois que Marine Le Pen et ses amis arrivent au pouvoir, même les religieux, parce qu'à un moment, j'aurais appris que Marine Le Pen a eu à dire à un moment que les mosquées qui se créent à chaque décarré, une fois qu'elle arrive au pouvoir, elle va y mettre fin. Que chez eux, ce n'est pas l'islam qui est la religion dominante.
Donc, il ne faut pas que les musulmans vont leur déranger à chaque décarré. Donc, ça veut dire qu'il y aura même une atteinte à la liberté des religions, des croyances. Mais à entendre M. Diallo, c'est juste un discours. Mais après... Oui, mais c'est ce qui est extrêmement grave, c'est ce que j'ai dit, que les gens qui ont les militants, les militants de ces courants-là, et ils vont exiger à ce que c'est pourquoi ils ont été élus soit appliqué à la règle. C'est de lutter contre l'immigration. Voilà. Donc, s'ils ne le font pas, ces gens-là vont être dans la rue. Ou bien attendre la fin de leur mandat pour les renvoyer. Je suis sûr qu'ils vont prendre certaines réformes qui vont dans le sens des promesses qu'ils ont prises à l'ère électorale. Mais jamais un homme politique, ni en France, ni au Mali, ni aux États-Unis, ni en Inde, jamais un homme politique ne peut réaliser l'intégralité de ces promesses. Et pourquoi? Oui, c'est comme je l'ai dit toujours, il y a toujours un décalage entre la réalité et les dits. Parce que quand vous êtes en dehors du pouvoir, et que maintenant, vous avez la réalité, c'est différent. Hein? C'est très différent. Vous pouvez avoir une lecture des affaires publiques en dehors de la gestion des affaires, mais une fois que vous avez en main la gestion de ces affaires, votre perception des choses peut changer. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est un effet, parce qu'à force de voir les anciennes colonies qu'ils perdent, notamment le Mali dans la zone du Sahel, qui revendique la souveraineté, chaque Malien dit le Mali d'abord, est-ce que aussi c'est pas cet effet-là qui a pu quelque part se répercuter sur la France, où la majorité des Français aussi disent ben, les Français avant tout. Parce que moi, c'est aussi cette lecture que j'ai pu faire un peu. Vous pensez bien que c'était... C'est pas exclusivement lié à la situation avec les pays africains. Non, du tout, je ne parle pas de ça. Mais je veux dire que ce discours qui commence à être sur les réseaux, qui commence à être sur presque tous les médias, chaque pays, évidemment, va avoir un effet protectionniste. Hein? Non, c'est pas ça. Ça veut dire que très généralement, et la montée des extrêmes, moi je peux remonter jusqu'au Troisième Reich en Allemagne. C'est-à-dire que chaque fois que les pays vivent des difficultés, économiques, financières et même sociales, des crises, c'est-à-dire que la tendance politique se déplace toujours vers la droite. C'est une classique. Vous pouvez voir l'histoire des relations internationales. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que les difficultés donnent les terreaux, ça donne les terreaux faciles aux partis de l'extrême, notamment l'extrême droite. C'est-à-dire les partis qui prônent les replis sur soi. Mais, moi, par rapport à la situation difficile de ces pays, c'est vrai, le monde est en mutation. Moi, je l'ai dit il y a une dizaine d'années. Je suis en train de l'enseigner à mes étudiants en me basant sur des faits. Je dis peut-être que ça ne va pas se conclure pendant que nous sommes en vie, mais il y a une dizaine d'années, j'ai dit que pour le monde occidental, c'était terminé. Et c'est là que je me base sur des chiffres que je projette de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au début de... Nous sommes dans un bouleversement, ça fait 100 ans, on ne l'a pas vécu. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Ça se déroule sous les pieds. Les puissances traditionnelles, ils n'ont plus le monopole du pouvoir dans le monde, c'est terminé. Je le dis ça ici, c'est la roue de l'histoire qui tourne. Hein. C'est la rue. Moi, je suis de l'avis de Fatma en disant que bon, les citoyens français et aussi voir ailleurs, voilà. Aussi. Donc, ils peuvent aussi imiter certains pays. Et n'oubliez pas aussi que faire la politique, c'est servir un pays. Faire la politique, c'est résoudre les problèmes. Tous les partis politiques qui ont eu à demander à briguer la magistrature, la magistrature suprême de leur pays, c'est pour arriver à résoudre leurs problèmes. Raison pour laquelle j'ai pris l'exemple sur Hollande. Hollande, il a promis au peuple français qu'il va lutter contre le chômage. Il n'a pas pu le faire. Il dit non, moi je ne me représenterai pas. Mais avant de renoncer à sa candidature, il a eu quand même obligation de rendre compte. Il a eu quand même à expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu respecter son engagement qui est de lutter contre le chômage. Mais malheureusement, chez nous en Afrique, souvent,
Nos dirigeants, ils sont élus, c'est des rois. Ils promettent, ils ne les font pas, ils ne rendent pas aussi compte et la vie passe. Et ils trouvent des mandats. Moi, j'ai promis, oui, ils vont gagner. Voilà. Parce que on n'est pas des vraies démocraties. Hein. Voilà. Moi, j'ai dit, la démocratie, là, elle ne saurait que se limiter aux élections. Il y a toute une série de faits qui fondent la démocratie. Ce n'est pas que les élections. Si c'était les élections, il y a les libertés, il y a le respect des libertés. Il y a même la participation des citoyens. Il faut que les citoyens... Oui, il y a la vie. Maintenant, chez nous, qu'est-ce qu'on voit? Les gens ne participent même pas aux élections. Mais ils ont des raisons, hein, parce qu'ils se disent que c'est des élections gagnées à l'avance. Le jour de l'élection, ils vont s'arrêter aux abords des centres de vote pour demander de l'argent, sinon ils ne vont pas voter. Oui. Mais quelqu'un vous donne de l'argent pour être élu. Mais il ne vous est redevable en rien. Oui. Voilà, c'est ça. En fait, c'est... Mais si l'État veut arrêter ça, je pense que l'État pouvait arrêter s'il veut. Hein. Un exemple. Par exemple, aujourd'hui, il y a des associations qui luttent contre la corruption comme notre réseau. Si l'État nous crédite comme observateur, rien que pour lutter ou dénoncer à la Cour constitutionnelle les fraudes ou les achats de conscience, on peut le faire. Hein. Mais qu'une loi soit là pour aussi nous protéger et nous permettre de pénétrer les jours de l'élection dans la cour, dans les centres de vote là, et même de filmer les gens qui donnent les 1000 francs pour aller voter. Parce que quand on va saisir la Cour constitutionnelle, il va dire d'apporter les preuves. Mais en disant ça, moi je ne blâme pas seulement ceux qui donnent les 1000 francs, qui sont les candidats des partis politiques. Je vais faire savoir que nous n'avons pas cette maturité-là. Les peuples même, nous n'avons pas atteint cette culture-là pour privilégier seulement les projets de société qu'on va on n'a pas cette culture. Est-ce que certains partis, même certains hommes politiques candidats, présentent même des projets? Moi, j'en doute fort. Hein. Certains, leurs projets, c'est dans la bouche. Mais on ne verra jamais sur papier. Nous ne sommes que des démocraties des factices, une démocratie au rabais, dans lesquels tout est possible. Mais même les rassemblements nationaux dont vous parlez, est-ce que réellement pour ces législatives, ils ont un projet de société? Ah bon, on verra. J'en doute fort. Hein? J'en doute fort. Mais les gens ont voté. Parce que la plupart des gens ont voté pour eux sur la base quand même de propositions. Même j'ai vu le soir de l'élection, il y a eu des manifestations à Paris. Oui. Mais moi j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Mais c'est des Français qui ont voté, qui ont donné une majorité au RN, mais c'est une minorité qui a perdu, qui sort pour manifester. Mais en démocratie, la voix de la minorité doit aussi être entendue. Merci beaucoup, messieurs. Nous allons avancer. Merci beaucoup. Voilà, téléspectateurs, vous voyez très bien que nous sommes toujours sur le plateau d'entretien brut. Voilà, on verra bien ce qui va se passer par la suite. On prend toujours ce sujet parce qu'on s'inquiète un peu de notre diaspora qui sont sur place, qui s'inquiètent parce qu'on a vu beaucoup monter sur les réseaux sociaux qui incitaient, appelaient les gens à aller voter justement pour pouvoir barrer la route. Malheureusement, ça n'a pas barré la route et je ne crains que ça ne puisse barrer la route aux yeux de ce que nous voyons actuellement sur le territoire français. Mais nous regardons et nous verrons bien que Dieu fasse en sorte que les choses s'apaisent et préserve nos citoyens, la diaspora. Voilà, téléspectateurs de Mandé TV, nous avons quand même notre invité, M. Diallo, M. Touré. Dans nos discussions, on a parlé de l'EDM, Énergie du Mali. Là, on ne sait plus quoi dire. Hein. On a pris, on a renversé, on a tourné délestage, plus délestage. Je pense que ce n'est même plus délestage. Il faudrait trouver une appellation qui est très proche de manque de courant, manque d'électricité, parce que si on fait un compte, énergétique. On fait un compte, on fait un calcul, on s'amuse à faire le calcul. C'est comme si on avait seulement 4 jours d'électricité dans le mois. Je trouve que c'est quand même pénible hein, pour les entreprises. Pour la perte d'emploi, pour les petits commerces. Je pense qu'on ne dira rien de nouveau ici même les malades dans les hôpitaux. On ne dira rien de nouveau ici sur ce plateau, mais j'aimerais bien profiter avec vous qui êtes là, M. Touré, M. Dr Diallo,
Étant économiste, savoir quel chiffre, si on peut donner des chiffres, c'est pas un peu trop tôt, mais vraiment l'impact sur l'économie malienne dû à cette crise sans précédent, avec la perte d'emplois énorme et surtout la fermeture de plusieurs entreprises. Merci Fadima. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un sujet qui a été abondamment discuté, le problème de l'électricité. En fait, c'est une crise, hein, comme il a dit. On est dans une grave crise énergétique. C'est une crise structurelle. Parce que, de mémoire, ça fait 20 ans quand même qu'au Mali, à chaque période de canicule, de chaleur, on vit les coupures d'électricité. Mais aucune de ces crises n'a atteint la proportion que nous connaissons depuis l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un problème structurel. Et les problèmes structurels, les solutions, il n'y a pas de solution à court terme en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que la solution à court terme, c'est d'alimenter les groupes et puis de les faire fonctionner. Et il n'y a pas d'argent pour acheter le carburant. Ça, c'est un problème. Et un deuxième problème, c'est que le modèle énergétique basé sur le thermique pour alimenter une agglomération de Bamako comme ça, qui fait au moins 4 millions d'habitants aujourd'hui, c'est un modèle qui n'est pas viable. D'ailleurs, vous ne verrez ça nulle part dans le monde. Hein. C'est d'autres sources d'énergie qu'on utilise pour le pays. Et les centrales thermiques sont des centrales d'appoint qu'on met en marche seulement, uniquement pour les cas de dépannage ou bien de maintenance. Il faut le Mali à faire des erreurs stratégiques et des mauvais choix stratégiques. L'erreur stratégique, c'est quoi? C'est l'interconnexion du réseau électrique avec la Côte d'Ivoire, qui a commencé en 2006. Le projet a commencé en 2007-2008. J'en connais un peu. L'interconnexion des réseaux a commencé à partir d'une convention de prêt du gouvernement indien. Donc, il fallait contracter ce prêt et investir dans le productible sur notre territoire, plutôt que de miser sur l'achat d'électricité auprès d'un pays. Et en cas de soubresaut politique, on peut utiliser ça comme représailles. Ça a été une erreur stratégique. Maintenant, la deuxième erreur, c'est toujours le thermique. Nous avons le soleil qui nous brûle ici. Moi, je me souviens, il y a eu des projets européens, allemands, qui ont voulu installer des centrales solaires en Algérie pour transporter le courant, traverser la Méditerranée et se faire alimenter. Nous, sur les 365 jours de l'année, nous avons le soleil. La question dont on se pose aujourd'hui, par rapport à la mise en place des centrales solaires, je pense que cette question-là, on l'aurait dû traiter il y a 30 ans, 20 ans en avant. Donc c'est un mauvais choix stratégique qu'on a fait, que nous sommes en train de payer. Maintenant, on est allé vers ça. Le président a déposé les premiers panneaux de 3 centrales solaires d'une capacité totale de 300 MW. Je crois que 200 MW, 400 MW. Voilà. 200 MW, Sanangoroba, Yalakorodi, 200. 100 et 100. Voilà, mais c'est 50 d'abord, quoi. Il y a Safo. Voilà, Safo. Je dis Yalakorodi, mais ça, Safo. Voilà. Le solaire, aujourd'hui, les Chinois peuvent le faire très rapidement. En une année, ils peuvent venir sous forme de kits, là. Ils viennent avec les charpentes, ils montent les panneaux, tout ça. Ils font les raccordements. C'est la solution la plus facile qu'on peut l'avoir très facilement. Si vous voulez faire un barrage hydroélectrique, il faut monter les projets, chercher le financement. Vous n'avez pas moins de 4-5 ans devant vous. Voilà, on ne peut pas attendre. Il y a les projets de barrage de Taoussa, les barrages de Taoussa qui datent de... Donc c'est des projets à long terme. Maintenant, les solaires, on peut l'avoir ça. Tant mieux si les autorités se tournent vers ça. Mais il ne faudrait pas que les gens comptent que si on a posé les premiers panneaux, que dans un mois, ils auront le courant. Moi, je ne vois pas de solution. Mais les panneaux, ils ont donné une échéance d'une année. Au-delà de bien avant une année, voilà. Et s'il y a des installations, ils vont commencer déjà à alimenter au fur et à mesure les réseaux. C'est ce qui est terminé, oui. Voilà, donc maintenant, il faut attendre
à peu près 6 mois. Les 6-7 mois au moins pour que les premiers kilowatts puissent être servis. Je suis totalement d'accord avec les professeurs, sauf que, bon, il a eu à dire, bon, que j'ai l'impression en l'écoutant qu'aujourd'hui, comme lui et d'autres Maliens, ils pensent que c'est les autorités ivoiriennes qui nous privent d'électricité, alors que moi, j'aurais appris que plutôt, il y a une société ivoirienne qui s'appelle SI. L'État n'arrive pas, qui a des crédits, des arriérés avec notre État, des milliards, et qui demande à ce qu'on lui rembourse pour continuer à distribuer l'électricité que l'État n'a pas pu. Donc il y a ce côté-là. Mais comme il l'a dit, vraiment nous sommes dans une crise extrêmement difficile, une crise énergétique. Il n'y a pas d'argent pour faire fonctionner les groupes dont l'énergie dispose. Et l'État, malgré qu'il n'y a pas d'argent, l'État va acheter des groupes électrogènes pour venir s'ajouter à des groupes qui sont là. Exactement. Et qui n'ont pas de carburant, qui n'arrivent pas à être fonctionnés faute de carburant. Donc nous, souvent, on se pose la question, est-ce que réellement ils veulent résoudre la crise énergétique? Parce qu'ils essayent de résoudre dans tous les sens. Petit rappel ici, en septembre 2023, on avait reçu 27 groupes électrogènes, dont 13 avaient grillé à l'essai. Et plus récemment, on a eu en juin 2024, autour du 10, 15 groupes. Et en même temps, on sait que depuis juillet 2023, la centrale Albatros, qui se trouve dans la région de Caille, est à l'arrêt pour faute de carburant. Pourtant, pas pour faute de fonctionnalité. Je ne sais pas, on revient encore un petit peu avec la commission des membres du CNT qui ont en charge ce dossier. Et on ne va pas trop de suite. Hein? Oui. Mais pour revenir, tu as parlé de la CIR, c'est la Société ivoirienne de raffinage. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est la CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité, qui vendait l'électricité à l'État du Mali. Mais dans cette même compagnie, l'État ivoirien est minoritaire. L'État de Côte d'Ivoire n'a que 15%. Donc, c'est des capitaux... Et vous pensez que c'est à cause des soubresauts, des bouleversements politiques qu'ils refusent de nous vendre l'électricité? Ça, c'est manifesté. C'est vrai qu'il y avait une dette. Il y avait un stock de dettes que nous devons, mais c'est manifeste qu'on en arrive à la rupture totale. Il y a bien sûr les raisons. Mais comment vous expliquez que le Burkina était dans la même situation que nous, mais pourtant Ibrahim Traoré a pu aller renégocier les choses avec la Côte d'Ivoire et on les fournit actuellement de qu'est-ce qui se passe? Voilà. Nous, on ne peut pas aller... Il y a quelque chose qui ne va pas. À quelque chose, alors que tous ces pays, notre pays et le Burkina, nous sommes sous transition. Pourtant, sous règne militaire. IB avait... des questions politiques dans cette situation. Parce que quand les gouvernements s'entendent, il y a certaines questions qu'ils peuvent régler ensemble, mais dans un contexte d'incompréhension totale, vous ne pouvez pas construire quelque chose ensemble. Mais on ne peut pas faire fi des questions politiques dans cette rupture de fourniture d'électricité. Maintenant, vous avez parlé des groupes récemment donnés par le président de la France. Moi, je n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas cru que le problème c'était un problème de groupe. J'ai toujours pensé que c'était un problème d'alimentation de groupe en carburant. Donc, je n'ai pas compris qu'on continue encore à distribuer des groupes pendant qu'on n'a pas de licence à les faire fonctionner. Je n'ai pas compris ça. Maintenant, vous avez parlé de l'impact, l'impact de la crise énergétique. Sur l'économie, c'est ce qui importe avec ce manque à gagner. Voilà. Les raisonnements que moi je vais faire, ce n'est pas un raisonnement quantitatif. Je n'ai pas de données pour dire que voilà, c'est telle quantité d'entreprises ont fermé la porte. Je n'ai pas de données pour dire que voilà, tel millier de personnes ont perdu leurs emplois. Je ne pourrais faire qu'un raisonnement qualitatif, c'est ce que les gens peuvent voir, et qui est une réalité. Et la crise là a impacté, c'est-à-dire que de façon, la vie de la nation, de façon générale, si je prends le point microéconomique, sur le plan microéconomique,
c'est sûr, les entreprises, ça ne va pas. Ça ne va pas. Aujourd'hui, la majorité des entreprises ont leur goût. On sait quel coût elles supportent. Alors que plus vous supportez des coûts là, moins vous faites des bénéfices, hein, parce que c'est des charges qui vont augmenter, qui vont rentrer dans le calcul de l'unité. Et moins vous faites des bénéfices, moins vous payez l'impôt à l'État, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Déjà, l'État perd, la société perd, et sur sa marge bénéficiaire. Et puis, il y a plein, en termes d'activité, il y a beaucoup de sociétés, le temps normal d'activité qu'ils faisaient, ils ne le faisaient plus. Que temps. Faute d'électricité. Donc, les conséquences, et même en termes de paupérisation de la population, parce qu'aujourd'hui, les secteurs les plus touchés, mais c'est le secteur informel, c'est le secteur des métiers. Si vous voyez qu'on fait face aux sanctions, tout ça, là, c'est parce que le secteur informel, les métiers, là, ceux qui font la soudure, les tailleurs, ceux qui vendent la glace, les poissons, oui. Voilà, tous ceci là, aujourd'hui sont en train de tirer les tables par la quai. Donc, le secteur informel est éprouvé, sérieusement éprouvé. Et cela ne peut contribuer qu'à renforcer la pauvreté, à renforcer la paupérisation des populations. Donc, c'est ce qui est visible et c'est une réalité. Et l'impact sur la qualité de la vie des gens, c'est-à-dire que la chaleur que les gens ont vu, la grande vague de chaleur, il y a eu tellement de morts cette année, mais il y a eu la chaleur, mais il y a l'impact du manque d'électricité. Parce que les équipements des froids, on ne parvient pas à les faire fonctionner pour pouvoir tenir. Je vais dire qu'aujourd'hui, les conséquences sont incommensurables. Et il est impossible pour un pays de prétendre se développer sans électricité. C'est le minimum, c'est la condition préalable. Quand on parle d'industrie, c'est l'électricité. Et s'il n'y a pas d'électricité, il n'est pas question de comme il l'a dit, vraiment, l'impact de cette crise est énorme et touche pratiquement tous les secteurs. Moi, il y a quelques jours, je voulais avoir une copie d'acte de naissance. J'ai été en commune 3. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'électricité. Ils ne savent pas quand est-ce que ça va venir. Je suis allé en commune 4, commune 5, commune 6. Et il a fallu 3 jours. Hein. C'est là où je me suis dit, ah, là, c'est sérieux. Parce que certains services, comment dirais-je, ne peuvent pas être rendus faute d'électricité. Parce qu'ils ont besoin d'électricité pour faire fonctionner les machines qui leur permettent de saisir. Donc, quand il n'y a pas d'électricité, ils ne peuvent pas fonctionner. Certains même m'ont dit que souvent, ils ne viennent que pour faire acte de présence ou rester sous les arbres pour prendre du thé parce qu'ils ne peuvent pas rester dans les bureaux. Il fait chaud, il n'y a pas de ventilo, il n'y a rien. Ils sortent carrément de leur bureau. Mais je pense qu'il est temps de chercher à s'entendre avec les voisins parce que en écoutant les professeurs, bon, je pense que certains ministres ont des groupes électrogènes. Le Premier ministre, souvent, je passe souvent sous sa devanture, je vois un groupe qui fonctionne quand même. Le président de la transition ne peut pas... Merci beaucoup. Les voisins dialoguent. Docteur... Comment les facteurs ont monté chez lui, chez les voisins. Mais je sais aussi que le président de la transition, le président, lui, ne paye pas l'électricité. Les factures, quand ça vient, ne les paye pas. Le Premier ministre, c'est la même chose. Voilà, donc c'est nous qui souffrons. Sur ce plateau, ce que je propose à l'État du Mali tout de suite, c'est-à-dire que c'est de songer à mettre des dispositifs de panneaux solaires sur les toits de toutes les administrations publiques, les hôpitaux, les écoles. Ça, on peut faire ça tout de suite. On peut songer tout de suite à installer des panneaux solaires sur les toits de tous les bâtiments publics. Pour assurer leur sécurité. Non, pour assurer au moins le fonctionnement de l'État, correct de l'État. Vous avez 3 jours pour avoir la naissance. Docteur Diallo. Les panneaux solaires, vous n'allez pas
Docteur, sinon, il y a des panneaux qui ne Diallo, font que fonctionner les ampoules, hein, mais qui ne peuvent pas Docteur faire Diallo, fonctionner des machines. je pense que le message va repasser parce que c'est un message qui est déjà connu. Ce sont des les directeurs, on discute avec eux, on enquête. Ces millions-là, il faut les mettre dans les panneaux solaires pour les installer sur les bâtiments. Au moins les jours, les administrations peut fonctionner. Merci beaucoup, messieurs. Merci, docteur Diallo, monsieur Touré. Ça a été un vrai décryptage ici sur ce plateau de Mandé TV. Voilà, téléspectateurs, nous sommes avec docteur Moussa Diallo. Il est docteur en économie internationale, maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion et aussi l'université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Exactement. Et monsieur Moussa Ousmane Touré, juriste de formation, président du réseau des associations maliennes de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Vous êtes à cheval là-dessus. Oui, il y a beaucoup de dossiers sous la main. Hein? Non, il y en a beaucoup. Voilà, donc, bon, la cour d'assises, nous attendons un peu de voir les sanctions qui vont être affligées parce que nous disposons quand même des informations selon lesquelles il y a beaucoup de dossiers qui vont être exclus de ces assises-là. Mais nous attendons, par exemple, l'affaire de l'avion présidentiel, l'affaire même d'EDEM. Hein. Ce matin, j'aurais appris que l'EDEM là va être exclu. Donc, on se demande réellement qui ils veulent sanctionner. C'est les petits poissons ou bien c'est les gros poissons? On le saura. Merci beaucoup, monsieur Touré. Alors, on s'est dit à la prochaine. C'était un plaisir de faire ce décryptage avec vous et vraiment, on se dit à la prochaine. Téléspectateurs de Mandé TV, ainsi prend fin ce plateau d'aujourd'hui. On a eu plaisir à faire un décryptage pour vous. Restez sur nos ondes, allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali et surtout, restez connectés pour le direct de nos plateaux qui passent sur nos pages Facebook. On se dit à la prochaine.